énormément le fait de chercher l'animal. Je vis la photo comme une quête photographique en fait. On est immergé dans la nature et on a l'impression vraiment d'être un fantôme dans la forêt. C'est comme ça qu'on arrive à réussir à saisir les animaux dans leur comportement naturel, tandis que quand on est à l'approche, on dérange beaucoup plus les animaux. Un chasseur-photographe, c'est en quelque sorte un prédateur. On va dire que le chevreuil, c'est un peu ma proie, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Il faut donner l'impression que l'animal, il est chez lui, il fait ce qu'il a envie de faire. Vous êtes là en intrus, mais ni vu ni connu. Il ne vous voit pas, il ne vous sent pas, il ne vous entend pas. La peinture, c'est magnifique parce que on peut faire ce qu'on veut. C'est illimité. Et quand on regarde les peintres, bien sûr, il n'y en a pas un pareil. C'est comme les peintres de la marine. Sur 1000 peintures, il n'y en a pas un qui va faire les mêmes vagues pareilles. Et c'est ce qui en fait tout le charme. Ce qu'il y a de chouette dans une photo, c'est quand on l'espère. C'est ça qui amène la charge émotive. On l'espère et elle est tellement espérée qu'en fin de compte, quand la scène se déroule, on l'anticipe cette scène. On sait ce qui va se passer à l'avance, parce qu'on l'a tellement rêvé. Bon bah j'y vais. Ok, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure, 6h30, courage. c'est parti. Ouais. Bonne chance. Merci, toi aussi. Ouais, ce soir, on se partage comme tous les soirs. Hein. Soit on est tous les deux dans les bois, soit il y en a un qui est sur l'eau, l'autre qui est dans les bois. Et ce soir, là, c'est vraiment deux choses différentes qu'on fait. C'est l'affût flottant avec ses lumières, on va attendre au dernier moment. Essayer de faire des vols de cormorans. Là, on est sur un des petits bijoux sur lesquels on a accès, on va dire, parce qu'on fonctionne qu'avec des autorisations. On est en Sologne, il ne faut pas l'oublier. Que des propriétés privées. Donc ça, c'est un petit bijou qu'on a découvert il y a, 6 ans? C'est ça. 6 ans maintenant, ouais. Et on avait colonie de garde-bœufs, de aigrette garzette, héron cendré. Il manquait que le héron pourpré et la spatule, je crois, ici, et la grande aigrette. Mais du biron aussi, en grande quantité. Alors, comme toutes les colonies de hérons, petit à petit, elles se sont effondrées, hein, avec toutes les fientes. Voilà, les arbres ont fini par crever et la colonie se déplace ailleurs. Donc là, il reste uniquement les cormorans, qui peuvent être assez intéressants au niveau graphique. Un peu de cendré aussi. Et un peu de cendré, ouais, voilà, qui reste. Moi, ça a été une véritable découverte. L'affût flottant, les oiseaux aquatiques. Dans le milieu où j'habitais, il y avait très peu d'étangs, avec quelques espèces, mais assez communes. Et ici, c'est vrai qu'il y a des espèces qui sont vraiment spécifiques à la Sologne et du coup, à la pratique de l'affût flottant. Pouvoir approcher les oiseaux au plus près par rapport au milieu forestier où là, du coup, c'est forcément de l'affût et affût fixe. Et que l'affût flottant permet de rechercher les meilleurs angles de lumière et d'approcher au mieux les oiseaux, sans déranger forcément. C'est vrai que les années où on est vraiment, où on s'est focalisé sur les oiseaux d'eau, les affûts flottants sont posés dès le mois de mars. Hein. On les fait naviguer tous les jours, ça navigue. Ce qui fait que les oiseaux sont vraiment habitués. On peut venir de très loin et arriver à grande, on va dire, vitesse, si on peut dire, pour s'approcher des endroits où les oiseaux sont habitués. Et ils nous connaissent. En général, on se sépare vraiment, on vit l'affût chacun de notre côté, et après on revit ça, à se raconter nos histoires, ce qu'on a vu. Et ça, c'est un moment qui est sympa aussi, quand on revient de l'affût, et qu'on a vécu tous les deux quelque chose de fort. Alors des fois, on vit rien. Des fois, il y en a qu'un qui vit quelque chose, qui a quelque chose à raconter, alors on reste pudique, que c'était le groupe. J'ai fait 2-3 photos, et puis quand on commence à 2-3 photos, mais ça va pas la tête, c'est juste super beau, il y a une scène extraordinaire, voilà. Donc ça, c'est des moments qui sont chouettes et qui prolongent dans l'idée de vivre quelque chose à deux. Il y a ça, on le vit pas ensemble, on le vit chacun de notre côté, mais il y a une histoire commune qui est là et qui se vit, alors sur des territoires communs aussi. Moi, je trouve que l'histoire des lieux, elle est forte aussi. Petit à petit, on s'approprie un lieu, on y a vécu des petites choses à tel endroit, ou des grandes choses. Un lieu et les animaux. Les animaux. Et puis il y a un autre aspect aussi, il y a les animaux. J'ai toujours été accroché aussi aux personnes. Et d'autant plus fortement en Sologne que les lieux sont le territoire des humains, très clairement marqués quand même. Même si les animaux sont là, mais les humains sont très très présents. Il y a les gardes-chasse, il y a les propriétaires, il y a tout cet environnement que j'ai toujours adoré moi.
quand je suis arrivé en Sologne, et les grandes histoires se sont vécues avec des gens. Ce cerf, la première fois qu'on le photographie, un jeune cerf qui sort de la souille, là, il a un nez de boxeur un peu, hein, et quand il se met face, voilà, on remarque ces chevillures là, tout à fait spéciales et qui lui a valu son surnom, on l'a appelé chevillure. Alors, on donne des noms, c'est pas qu'on a une vision anthropomorphique hein, du cerf, mais c'est juste plus facile pour se raconter nos rencontres en fait. Et bah tiens, on a vu un cerf, bah oui, mais lequel? Bah tu sais, l'autre qu'on a vu l'autre fois, bah non, ça, on se mélange. Donc ils ont des petits noms, et lui c'est chevillure. Photographié donc pour la première fois en 2017, pendant le Brame, au mois de septembre. Là. Donc ça c'était Brame 2018, très tôt le matin, avec forcément pas beaucoup de lumière, donc voilà, c'est pas une belle photo, pas une belle qualité, mais c'est pour le repérage, donc on garde aussi des photos qui sont pas toujours... Ça, c'était septembre 2019, vu une seule fois, pareil, tout début septembre. Et là, on a eu le bonheur de le retrouver, là, au mois de mai. À 6 km, 6 km ouais, de la place. Un autre territoire. Et avec, voilà, on est sûr que c'est lui, avec son encoche dans l'oreille, là. Et puis, sa forme de bois caractéristique, quand même. Et là, dernière... Semaine dernière. Voilà. Encore en velours. Prochaine rencontre, il sera dépouillé pour nous montrer sa belle ramure. Moi, j'adore venir ici parce que cet estran du Fier d'Ars n'est jamais pareil. Il y a des lumières de vert extraordinaires qui contrastent avec le goémon. Ce ciel était absolument magnifique. Et moi, j'aime beaucoup venir ici peindre aussi bien les oiseaux de rivage que surtout les bernaches en ce moment qui sont dans tous leurs états sur l'île de Ré. En fait, les bernaches ne sont pas noirs. On les voit toujours très sombres, grégaires, etc. Mais il y a, comme tous les animaux noirs, un tas de reflets dessus. Et il faut aussi les interpréter, parce que sinon, on fait de la photo et ce n'est pas mon but. Donc là, je passe des couches qui me permettent de mettre en volume l'animal, mais je termine très souvent à mon atelier pour les petits détails, parce que où il y a trop de vent, où je veux donner un peu plus de détails, effectivement. Je ne sais même pas m'arrêter. Je suis vraiment un staccanoviste. Et si je peins pas une journée, ou si je dessine pas, ou si je vois pas une expo, je me sens coupable. Donc c'est pas toujours très bon, c'est sûr, mais c'est ma vie. Alors cette passion, en fait, du dessin et de la peinture, que ce soit même du pastel... et même de la sculpture, parce que je me suis mis à faire de la sculpture, c'est extraordinaire, ça n'a plus rien à voir, mais c'est un complément superbe. Et moi, j'aime beaucoup, en sculpture, faire des animaux, entre autres animaux gibiers, parce que c'est une passion, et puis ce sont des animaux, je trouve, spectaculaires. Et puis peindre aussi des animaux en rapport avec la chasse, qui sont très très beaux animaux. Ça ne m'empêche pas de peindre énormément d'oiseaux de rivage, ravissants. J'aime tous les oiseaux, j'aime tous les animaux. Je suis un passionné d'eau, de reflets, de n'importe quel animal dans l'eau, ou un portrait, mais en essayant de les rendre quand même vivants. Et par exemple des bécasses comme ça, se toilettant, ou des canards qui bougent. Ça fait moins portrait. Bien sûr, des oiseaux de rivage, j'adore tous ces oiseaux que l'on voit ici dans l'île de Ré, qui sont des animaux extrêmement vivants, qui n'arrêtent pas de bouger. Ici, j'ai un tableau assez amusant d'un déjeuner de renard avec un sanglier.
Il faut de temps en temps s'amuser un peu quand on peint ou trouver des scènes sympas. En fait, je suis un peu fleur, mer, animaux. Voilà. Et en plus, je me suis consacré aussi un peu au bronze, qui est un travail absolument extraordinaire à faire, qui est très excitant. C'est vraiment très, très excitant. Bon, alors bien sûr, je reproduis des animaux que je connais. C'est très difficile, c'est beaucoup de temps, mais c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Je pratique la sculpture animalière maintenant depuis une quarantaine d'années. J'ai une formation en fait de taxidermiste en fait, et ça a été pour moi l'école de la sculpture. J'ai pas fait d'école de beaux-arts, je suis complètement autodidacte. Ça m'a permis pendant toutes ces années de créer un certain nombre d'œuvres. Il y en a beaucoup, hein. Je crois que j'ai créé à peu près 350 ou 400 pièces différentes. Donc les pièces tirées à 12 exemplaires, ça fait quand même un nombre. Toutes n'ont pas été vendues, mais... Évidemment, j'ai un métier passion. Je suis moi-même chercheur de champignons, pêcheur à la truite et puis également chasseur. Et il se trouve que voilà, j'ai trouvé mon inspiration soit au bord de l'eau, soit dans les bois. Je suis très observateur. L'observation me sert à retranscrire assez rapidement ce que j'ai vu. Le sanglier, c'est quand même l'animal le plus rustique qu'on ait chez nous, quoi, hein. Il faut dire qu'il y a quand même 700 000 ans qu'il est sur la Terre. C'est un animal qui est très intéressant parce qu'il est tout en contraste. Autant il peut être très brutal, et autant il peut arriver sur une place d'agrénage, par exemple, vraiment de façon très 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 discrète. Et à ce moment-là, il est très peureux, très farouche. Et c'est un animal qui est très courageux sinon, hein. Et comme il est taillé comme un rugbyman, il a de quoi se défendre. Et de temps en temps, venir voir une place d'agrénage, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir un petit peu dénombrer le nombre de sangliers qui se trouvent dans le secteur. Voilà, on voit les jeunes, on voit les mâles, on voit les laits. Et on peut voir éventuellement s'il y a un blessé. Là, il y avait un gros mâle tout à l'heure qui venait de se souiller. Il était tout trempé. Et ça aussi, ça m'intéresse parce que je suis en train de réaliser un bronze de sanglier d'un grand vieux mâle qui s'est souillé et qui a la boue qui s'est collée sur le poil. Ça, c'est une pièce que je travaille en plastiline. Hein, c'est de la pâte à modeler de sculpteur qui est très utilisée. Et là, je suis en train de faire des plaques de boue. C'est donner un effet de boue séchée. Alors après, ce sera un petit peu la surprise de voir ce que ça donnera une fois que ce sera coulé en bronze. Mais à mon avis, avec une patine un petit peu claire sur la terre, là, sur la boue, ça devrait bien sortir, ça devrait être assez sympa. Je travaille depuis ces 40 années avec le même fondeur, hein, puisque un sculpteur doit travailler avec un fondeur.
qui est également sculpteur aujourd'hui, de talent. Et on a fait notre route ensemble, tous les deux. C'était une belle histoire. Alors celui-ci, c'est le tout premier sanglier que j'ai réalisé en bronze. Alors c'est le gros mâle qui se fait plaisir, qui se frotte le long d'un tronc. Ça, c'est une pièce un peu plus de l'esprit qui représente nos trois grands gibiers, en fait. Et en même temps, les trois éléments de la nature, parce que pour moi, le bas de la sculpture représente l'eau, parce que le chevreuil sort d'un fossé. Le milieu, c'est la terre avec l'arbre. Et le brame représente le ciel. Voilà. Alors aujourd'hui, on me voit principalement dans les salons type le salon de la chasse à Mantes-la-Jolie et puis le Game Fair à la Motte-Beuvron. Et j'ai une clientèle essentiellement composée de collectionneurs qui collectionnent mon œuvre parce que ce sont des gens qui aiment mon style. Bon, c'est comme ça. J'ai découvert le chevreuil très jeune, donc j'avais à peu près 18 ans. Pourquoi je me suis intéressé plus au chevreuil qu'à d'autres espèces de grands gibiers? Je pense que très probablement c'est parce qu'il y a 40 ans, les cerfs, les sangliers n'étaient pas très présents dans le département. C'était plutôt le chevreuil, bon, en petite densité certes. Je me suis pris d'affection pour cet animal parce que je le trouve très élégant, très esthétique, imprévisible et surtout très attachant. Je ne fais pas que du chevreuil en photo, hein. Je suis photographe professionnel, donc tout m'intéresse. D'ailleurs, pendant mes affûts au chevreuil, je vois beaucoup de choses. Il se passe dans la nature toujours quelque chose. On peut attendre les chevreuils, ils ne sortent pas, ils ne sont pas là, mais on peut saisir autre chose en photo. Le vol d'un oiseau, un rapace qui passe, un épervier avec une proie dans ses serres. Des choses comme ça qui nous amusent et qui permettent de passer le temps. Maintenant, ça fait 40 ans que je photographie, donc j'ai quand même approché probablement des milliers d'animaux pour en faire des photos. J'ai fait beaucoup de choses sur l'animal, mais ce que j'essaie de montrer chez cet animal, c'est tous ces traits comportementaux. Donc je le suis au fil des saisons. Là, c'est une joute entre 3 jeunes brocards d'1 an, ce qu'on appelle des yearlings en termes cinégétiques, voire 2 chevreuils qui jouent ensemble à la sortie de l'hiver. Ça, on le voit fréquemment, mais 3 jeunes ensemble en train de jouer, et non pas en train de se battre. En fait, ils frôlent leur bois contre bois, ils s'amusent à jouer préliminaire au futur combat quand ils seront adultes, où là, ils se feront parfois pas du tout de cadeaux. Une image printanière, parce que le chevreuil est un gourmet, c'est un animal qui adore les fleurs. Donc les coquelicots, notamment, il s'en fait bombance. Ça fait le bonheur des amateurs de nature et des photographes. Alors là, c'est la preuve par A plus B que de temps en temps, le photographe, il a fauté. Un peu trop à mauvais vent, pas forcément bien placé. Le chevreuil a décelé la présence du photographe. Et alors, il vient vers le photographe et il vient pour l'aboyer. Donc en fait, pour l'engueuler, pour lui dire « fous le camp, t'es chez moi, t'as rien à faire ici hein. ». Là, l'image complètement inattendue, une occasion comme ça, vous l'avez même pas une fois par an. Et là, quand on fait une image comme ça, une série d'images comme ça, j'en ai fait plusieurs. 5 minutes après, d'autres animaux sont repassés dans l'autre sens. Je me suis dit, bon, là, je suis tranquille pour 1 mois. J'ai des prises de vue comme ça, c'est absolument fabuleux. La photo, c'est pas forcément avec du soleil. On peut avoir de très belles ambiances sous la pluie. Je me souviens de ce matin-là, il y avait un petit crachin normand, comme on dit. Donc là, ce qui est intéressant, c'est l'aspect visuel du cliché. C'est-à-dire ces 2 bandes de verre.
Et puis au milieu, contrastant en plein milieu, c'est donc cette bande de chaume, toute jaune. Il y a beaucoup de choses qui comptent dans le cadrage, hein, le choix du décor, du paysage, le choix du cadrage, le choix de la lumière. Ça, c'est très important pour construire une belle image. Voilà ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, mais avec le chevreuil, c'est un sujet nos limites, si je puis dire. En 40 ans, j'ai fait des dizaines de milliers de photos de chevreuil. Pour les photographies, c'est soit l'affût complet, c'est-à-dire on prépare une petite cache. Là où on est sûr qu'on a vraiment des choses intéressantes à filmer, un beau brocat par exemple, ou des comportements spécifiques de l'espèce. Et puis l'autre méthode, donc la méthode des approches à affût combiné, c'est-à-dire que là on part avec le matériel sur l'épaule, le sac à dos, le téléobjectif, le monopode, et là on part un petit peu à la butte-baude. Bon, tout ça, ça se fait en toute discrétion, c'est-à-dire que la paire du jumelle est toujours très utile. Il n'y a pas que la photo qui compte. Moi, je suis avant tout naturaliste, donc j'aime bien observer les animaux. Et puis, le cas échéant, les photographier. Si je vois qu'au cours d'une séance, d'une sortie, je n'arriverai pas à faire d'image, je recule et je fais rien. Et je laisse l'animal tranquille. Alors moi j'ai toujours dessiné depuis que je suis gamin, depuis l'âge de 6-7 ans. Je dessinais quand j'étais gamin sur tous les animaux domestiques. Puis je me suis passionné pour la nature à l'adolescence, à l'âge de 13-14 ans. Et les deux passions se sont rejointes et en fait, à l'âge de 21 ans, je voulais vivre en tant qu'illustrateur naturaliste et donc je me suis installé en 2002. Mon travail s'articule autour de deux activités. Une activité liée à des commandes, hein, donc un travail d'illustrateur, d'illustration. Et puis un travail plus personnel, très lié au terrain, un travail de dessin et de peinture, on va dire, à l'extérieur, dehors. Ça, c'est vraiment mon atelier avant tout, c'est le dehors. Donc saisir une attitude, un comportement, avec une belle lumière, une ombre sympa, vraiment travailler dans l'instantané, de manière spontanée, c'est vraiment ce qui me plaît avant tout, quoi. Alors ce matin, là, je suis en Brenne. J'aime bien venir ici parce que c'est voilà, le pays des militants. Un contexte encore, c'est un territoire qui est encore relativement sauvage. Et là, ce matin, donc, je suis au bord de l'étang de la mer Rouge. Donc là, voilà, il y a quelques grands cormorans. Il n'y a pas grand-chose, hein. Ils sont assez loin ce matin. Et voilà, j'ai saisi quelques crayonnés, là, quelques croquis. Et donc là, il y a une grande aigrette sur la droite, là. Très sympa. Un bel oiseau qui est très gracieux, qui est très agréable à dessiner aussi. Alors là, je vais essayer de faire un petit crayonné à l'œil nu comme ça. Elle est loin, elle est beaucoup trop loin. Mais à l'œil nu, voilà, c'est... Alors ça, c'est un petit carnet vraiment qui va me permettre de travailler des sujets, généralement des observations brèves, qui durent pas longtemps, quoi, en fait, souvent. Donc j'aime bien ce petit carnet, c'est un petit carnet que j'ai souvent avec moi dans un sac à dos, et qui va me permettre, voilà, une observation, un oiseau qui va se poser sur un arbre, là, qui va rester, je sais qu'il va rester peu de temps. Là, par exemple, un petit rouge-queue front blanc, voilà, là, quelques hirondelles, en automne. Voilà, donc c'est vraiment le carnet qui me permet, voilà, un lièvre là qui était là, je me baladais en train de s'alimenter, donc là tout de suite j'ai sorti le carnet, un petit crayonné rapide. Voilà, c'est vraiment un petit carnet prise de notes, quoi, en fait, qui me permet de saisir sur le vif, avec quelques petites mises en couleur à l'aquarelle. Donc crayonné aquarelle principalement, là voilà un torcol fourmilier. Voilà, les petits oiseaux migrateurs, encore des passereaux migrateurs, avec une petite liste là, de ce que j'ai observé. Là, un combattant, voilà. Guifette noire, petite guifette noire, jeune guifette noire, là un petit chevreuil, voilà.
Là, un renard. Mais c'est surtout ce jeu de lumière, ces deux taches de lumière là, qui m'ont poussé à mettre la couleur. Ce qui me plaît, c'est saisir cette ambiance-là. C'est instantané, quoi. J'avais fait quelques crayonnés avant, et puis après, donc j'ai retravaillé ce crayonné aquarelle. Voilà, donc là, c'est un travail un peu plus spécifique, puisqu'il s'agit d'une commande d'illustration autour de la cistude d'Europe. Et on m'a demandé de faire un travail à la fois de carte blanche et un travail un peu plus spécifique d'illustration sur la biologie de la cistude, avec une technique un peu particulière, des gros feutres, pour essayer de donner un peu de pêche à la fresque. Voilà, toute cette partie-là ensuite, donc c'est la carte blanche. Donc là, on m'a laissé la possibilité de création. Et donc là, j'ai illustré donc 3 cistudes sur une souche avec le reflet. Le reflet me plaisait bien. Ici, donc, je voulais travailler à la fois sur le dessous et le dessus de la cistude, la carapace, vue de dessous et vue de dessus. Voilà. En vis-à-vis, histoire de montrer ces deux aspects qui sont très graphiques en plus, très structurés. La roselière est très présente en Brenne. Voilà, j'ai illustré un premier plan de roseau, de végétation, on va dire, et derrière, la cistude posée sur une souche. Donc on la voit à travers les roseaux. Là, un gros plan sur la tête de la cistude, ce qui lui donne, entre guillemets, un peu ce côté dinosaure, ce côté un peu d'un autre temps. Là, quelque chose d'un peu plus spécifique, réalisé donc sur le terrain, un travail avec de la vase d'étang. Donc 2 cistudes, donc ça c'est travaillé sur un papier, donc c'est un travail qui est éphémère, puisque les contrastes, dès que la vase sèche, se perdent totalement. Ça a été photographié frais, aussitôt réalisé en fait. Et donc c'est fait avec les doigts, hein. Donc je prends de la vase et je dessine avec les doigts. Voilà. Et là, une dernière image, hein, pour ce qui est de cette carte blanche, donc avec un gros plan dans la nénuphar d'une petite cistude ici. Donc c'est un lavier à l'aquarelle, en gardant des zones pour illustrer les nénuphars ensuite. Donc il y a à la fois travail d'aquarelle, principalement d'encre et d'huile. Donc ça, c'était la carte blanche. Et ensuite, on m'a demandé de travailler pour illustrer 6 études réalisées par les scientifiques du parc naturel. Donc là, il y a un gros travail de création, puisque je dois coller à la demande, à ce que les scientifiques veulent évoquer. Et donc là, c'est un travail, donc une base crayonnée et aquarellée ensuite. Je suis passionné par la photographie animalière depuis, ça fait maintenant 13 ans. Passionné par la nature depuis tout petit, c'est une passion familiale au départ. Donc mon grand-père et mon père m'ont appris de belles valeurs et m'ont promené quand j'étais plus jeune dans la nature, donc à construire des cabanes, à observer les oiseaux, à aller chercher les bois de cerf, à aller écouter le brame. Voilà, c'est comme ça qu'est née cette passion pour la photo animalière. Je pratique la photo animalière plutôt à l'affût, plutôt qu'à l'approche, ce qui permet d'avoir de meilleurs clichés dans des ambiances naturelles. Mon premier cliché de mammifère depuis que j'ai commencé, tout premier cliché, ça a été un hérisson dans mon jardin. Après, ça a été un renard. J'étais vraiment séduit par l'intensité du regard de l'animal. Le renard, c'est un animal surprenant, un animal malin. Et c'était vraiment quelque chose de fort. Et aujourd'hui, quasiment 10 ans après être passionné de la photo animalière, j'ai encore cette émotion qui est restée intacte, qui reste figée. Au fur et à mesure de mes affûts, j'ai appris à connaître l'animal, qui est un animal opportuniste, qui a une mauvaise image. Je voulais m'intéresser et me faire mon propre avis par rapport à cet animal et essayer de comprendre qui il est, de vivre avec lui. Et puis de me plonger dans sa vie, justement.
Alors il y a quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer ce bel adulte renard, c'est un mâle. Donc la femelle avait été percutée sur la route et les petits donc, étaient délaissés. Donc le mâle chassait toute la journée sans avoir peur quasiment des voitures et des humains. Ça m'a permis aussi de constater que le renard est vraiment un auxiliaire de l'agriculture. Il joue vraiment un rôle dans la régulation des micro-mammifères. Là, à chaque fois qu'il faisait un coup de filet, il ramenait 5, 6, 7, 8 campagnols et mulots. Le mulottage, c'est des périodes, c'est des moments clés pour la vie du renard. C'est des moments qui sont et qui restent difficiles à saisir. Pour être prêt, il faut suivre les attitudes du renard et avoir le bon comportement lorsqu'il saute, avoir la bonne lumière, la bonne vitesse. Je travaille au mois de mars et au mois d'avril pour la naissance des petits renardeaux. Donc c'est un peu le moment clé du photographe animalier puisqu'on découvre la nouvelle progéniture et puis ça permet de faire de très beaux clichés. Ça me demande énormément de travail en amont puisque je vais travailler donc au mois de mars, faire énormément de repérage, donc des affûts qui restent très loin des terriers, mais qui me permettent de confirmer s'il y a une présence au terrier, si le renard a occupé le terrier, s'il y a un couple, un adulte, si c'est une renarde qui semble avoir des mamelles ou pas. Une fois que j'ai repéré justement s'il y a des renardeaux, je vais placer mes affûts successivement de manière à avoir une distance au terrier qui ne soit pas tout de suite brutale et qui vienne déranger la renarde et qu'elle déplace ses petits, quoi. On dit toujours pour réussir une photo, il faut à la fois le sujet, à la fois quelque chose, une ambiance, une émotion particulière aussi. Et là, c'était vraiment les conditions parfaites. On a un fond qui est très sombre qui permet de faire ressortir les flocons. Et puis en plus de ça, on a quelque chose de vraiment super intéressant, le renard qui nous regarde, qui est au centre de la photo. Et puis une ambiance bleutée qui rappelle l'ambiance froide du moment, quoi. C'est pour moi une des images les plus réussies sur le renard que j'ai pu faire en 13 ans de photographie. Là, c'est encore une image forte pour moi, c'est une image qui date de cette année, en 2020. Et donc j'ai pu photographier ces petits renardeaux là, donc, qui sont dans leur première sortie. Le terrier était situé dans un pré sur une crête en contre-jour. Donc j'allais me mettre en place le soir. Et donc ce petit renardeau, il sortit sa frimousse à une dizaine de mètres de moi, de mon affût. Et donc ça m'a permis voilà, de pouvoir photographier, faire des jolis contre-jours et d'avoir des scènes vraiment sympathiques à la tombée du jour. Cette région est vraiment parfaite d'un point de vue naturel, d'un point de vue biodiversité. On a la chance d'avoir une succession de milieux, une diversité de milieux. On peut avoir voilà, des vieilles futaies, des prairies humides, des pelouses calcaires, des zones très humides avec une grande diversité d'étangs, des cours d'eau qui sont très intéressants. Donc on va retrouver beaucoup d'espèces animales et végétales sur ces milieux-là. Chaque année, au rythme des saisons, c'est une joie de pouvoir retrouver par exemple la migration des grues cendrées sur les grandes zones humides qu'on a par ici en Meuse. Une grande diversité d'espèces, surtout au printemps, où on peut retrouver voilà, le chat forestier, la cigogne noire, le cerf élaphe, plein d'espèces qu'on peut croiser au détour d'un chemin, sur le bord d'une forêt, sur la lisière. Voilà, ça permet pour le photographe d'avoir des moments où on ne sait pas ce qu'on va rencontrer, mais on peut avoir de très belles surprises. J'aime beaucoup travailler sur les lumières, les contre-jours principalement. C'est un peu ma marque de fabrique.
Moi, quand j'étais gamin, j'aimais déjà le dessin. Quand je vois mes dessins de l'époque, c'était vraiment d'une grande maladresse. Mais les oiseaux m'ont d'abord fasciné, attiré. Alors, j'en dessinais comme ça, mais pas d'après nature. Je faisais d'oiseaux d'après des modèles. Et j'étais aussi fasciné par tout ce qui touchait à l'art contemporain, enfin tous les types de peintures. Je portais ça vraiment comme un rêve. Et quand je suis rentré en pension, je me souviens, en secondaire, à chaque fois qu'il y avait une composition de dessin, j'avais toujours la meilleure note quand il s'agissait de dessins de plantes, un bouquet de fleurs, etc. Et aux Beaux-Arts, c'est drôle parce que la prof d'études documentaires avait remarqué aussi que j'étais très à l'aise dans les études documentaires, c'est-à-dire ce qui touche au dessin d'animaux, de plantes, d'objets. Et elle m'avait même dit, mais mention, vous devriez essayer de travailler pour le muséum. Un peu prémonitoire. Et moi, j'avais un peu ri parce que ça me paraissait tellement inaccessible. Et finalement, après un parcours un peu qui est passé par l'automobile, l'enseignement, le travail en ZUP et tout ça, eh bien, je me suis retrouvé à réaliser tous les dessins de la flore forestière française. C'est-à-dire que là, la plante, je l'ai dessinée, puisque ça représente 3 tomes de plus de 2000 pages chacun, et ça représente 10 ans de ma vie, quoi. Et puis à un moment sont venus se greffer là-dessus la préoccupation de voir notamment ce paysage de mon enfance s'effacer, les haies et les trognes. Alors pourquoi les trognes m'ont-elles à ce point touché? Je pense que c'est en raison de la morphologie qu'elles ont. Ces espèces de formes tarabiscotées, les trous qui correspondent aux coupes successives des rejets font que ça fait comme des yeux. Les bourrelets qui se reforment, ça fait comme un humain qui vieillit, des rides, enfin toute cette vie qu'il y a dans ces arbres. Et ça m'avait marqué étant tout petit, j'en suis certain. Et voyant ces trognes disparaître, il m'a semblé essentiel d'agir pour essayer de les faire connaître, de les faire reconnaître, et puis de les faire voir finalement. Ces arbres dont on sait qu'on en créait déjà il y a plus de 4000 ans, ce sont devenus aujourd'hui des arbres de la modernité par tous ces aspects et de production renouvelable, de proximité aussi d'usage et de pérennité de cet arbre qu'on garde toujours, qui mobilise du carbone, qui crée du paysage et qui crée du lien social par les échanges que génèrent les tailles régulières. Et puis un autre élément qui me passionne dans ces arbres, c'est que chacune de ces trognes, quand on les regarde, en fait, c'est une sculpture. On est incapable de la reproduire à l'identique, vu son histoire. Et c'est une sculpture qui crée un rapport complètement incroyable de puissance. Et ça ne se voit que si on est au pied des trognes. Quand on les voit de loin, on n'a pas cette sensation, mais quand on est auprès, on se rend compte de cette force extraordinaire de l'arbre qui a donné et redonné constamment ses pousses, son bois, ses branches, ses fruits, si on parle d'olivier par exemple. Et ça en fait un patrimoine complètement inouï et unique. Des dessins de trognes, il y en a des quantités. J'aime bien ceux qui sont faits au croquis de terrain, au crayon, très rapide, parce que je ressens bien l'énergie de l'arbre dans ces cas-là. Puis après, quand on y est longtemps, on perd un petit peu de la puissance qui émane de ces arbres taillés. Et puis, il y a aussi ce qui touche aux travaux d'illustration, des commandes pour des revues, pour des livres, où là, bien sûr, on met en scène les trognes d'une manière un peu différente. Et puis toutes ces ambiances où on voit mieux les silhouettes que d'autres, où voir la trogne aussi complètement noyée dans son milieu, dans sa haie. Alors évidemment, sous la neige, c'est toujours beaucoup plus simplifié et plus lisible dans le paysage. C'est d'ailleurs en hiver que les trognes, on les remarque le mieux, puisqu'on voit bien ce niveau, cette tête qui est formée suite à la succession des tailles.
Alors on est ici sur le chemin des Trognes, c'est à Boursay dans le nord du Loir-et-Cher, où il y a à peine 20 ans, j'ai créé complètement ce chemin ex nihilo avec des trognes de Boursay qui étaient allés à Chaumont-sur-Loire et qui sont revenus ici. Ce qui est intéressant sur ce chemin, c'est que ce n'est pas un chemin du passé, mais un chemin d'avenir, puisque ces trognes mortes ont été associées à des arbres qu'on a plantés et qu'aujourd'hui on gère en trogne pour montrer ce que sont ces arbres, selon les usages, selon les essences, de manière à faire un exemple et à faire visiter ces arbres à des gens qui viennent de toute la France et même de toute l'Europe. La particularité des trognes, c'est de former des cavités beaucoup plus rapidement qu'un arbre qui ne serait pas taillé. Et les cycles de taille, les coupes font qu'il y a les champignons, l'humidité, les bactéries qui accélèrent ce processus, qui va faire que l'arbre va se creuser, va développer du terreau. Et ça, c'est du pain béni pour la biodiversité, puisque chauves-souris, chouettes chevêches, chouettes effraies, insectes vont profiter de ces cavités qu'il y a finalement assez peu dans la nature, puisque dans le cadre d'un arbre forestier, eh bien, on va le couper au ras du sol, on met à plat cette biodiversité d'un seul coup, alors qu'ici, comme on taille l'arbre à hauteur, on conserve toujours le vieillissement du tronc et tout ce qui va avec ce vieillissement. Devant cette trogne qui est vraiment très ancienne, qui est un témoin du bocage, qui a hélas partout été massacré, on peut le dire, on comprend que cet arbre qui n'est plus taillé avait à une époque une fonction, production de bois, d'œuvres, de fagots et bien sûr de bois énergie. Je fais énormément de photos de trognes. Mais le fait de faire du croquis sur leur terrain, c'est complètement une autre démarche qui fait qu'on saisit l'arbre dans sa totalité, dans toute son histoire, parce qu'on voit des détails qu'avec la photo on ne voit pas. Et on s'imprègne vraiment de cette pérennité aussi de ces arbres par tout un tas, une multitude de détails, de morphologie, de circulation. Et le dessin et l'aquarelle permet de restituer ça. Regarde celui-ci. Ouais, celui-là, il est imposant. Et pourtant... T'as l'impression qu'il est mort de chez mort. Et en fait, il y a encore pas mal de... Non, non, ça repousse. Hein. Pourtant, de départ dessus, ouais. Il est impressionnant, celui-là, au niveau du tronc. Ouais. Puis c'est un paradis pour les animaux, là. Il y a du monde, là. Celui-là, il est quand même incroyable. Ouais, c'est un beau garde-manger pour tous les grains pros, les pics, les citelles, tout ça. Pas facile à rendre en photo, mais t'as plein de moments magiques que tu peux pas forcément rendre en photo, mais tu t'en imprègnes, quoi. Tu te nourris de ça, ça te nourrit, ça te donne de l'énergie et on va en voir d'autres. Belle lumière en ouais. plus. Hein, ce qui est sympa, c'est d'être là, dans la forêt, de se fondre un peu dans les éléments, d'attendre, d'observer, d'écouter. C'est juste le moment présent, en fait. On a tous nos passions, nos attirances. Certains vont trouver de la joie, l'enthousiasme, de la motivation à vivre au cœur des villes et il n'y a aucun point négatif ou positif là-dedans. Nous, c'est plutôt la nature, c'est plutôt la vie sauvage, entre guillemets, parce que sauvage en France aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Mais c'est d'être en lien avec les éléments. On pourrait dire que quelquefois c'est même un prétexte. Bien sûr qu'elle a envie de faire des images, elle a envie de les réussir, mais s'il y a des jours il n'y a rien, c'est pas très grave en fait. Il y a ces moments qui sont passés là et à attendre, à observer, à être imprégné. Et finalement c'est quand même des grands moments de bonheur. On est en prise directe, en lien direct avec la nature, voilà. On écoute le vent dans les roseaux, les grenouilles, les oiseaux, le clapotis de l'eau. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une forme de méditation. Oh, t'as vu ? C'est beau, là. Ouais. Quelquefois, bien sûr, il y a l'envie de voyager, d'aller très loin.
Mais en fait, on s'aperçoit que pas très loin de chez soi, il y a encore plein d'endroits, plein de forêts, plein de champs, plein de choses auxquelles on peut découvrir, écouter et ressentir cette joie-là. Oui, et puis c'est vrai que dans ce que tu disais aussi, de vivre l'instant, le moment présent, nous on a toujours cette dualité en étant photographe animalier, photographe d'art, galeriste, on a toujours cette dualité de toujours faire entre guillemets, des images qu'on va pouvoir sublimer et vendre. Et en fait, ce gros avantage aussi de faire de la photo animalière, c'est d'être par exemple 4 heures ou une journée ou une semaine dans la nature, de ne pas forcément faire des images qu'on sait artistiques ou commerciales, ou qu'on va pouvoir commercialiser, mais toutes ces heures passées, on va vraiment en profiter et prendre du plaisir à vivre ces moments-là. De toute façon, je crois aussi que par rapport à la galerie, d'avoir fait ce choix-là, c'est pas le hasard. Il y a ce besoin de conjuguer les deux, en fait. Je pense qu'on n'aurait pas le même plaisir à être uniquement sur d'autres formes artistiques qui ne sont pas liées à la nature. Alors l'idée du sujet des flamants roses est partie d'un constat, c'est que Marie a fait une grande partie de sa carrière de photographe professionnel dans la publicité, sur la cosmétique, les bijoux, les produits de luxe. Et moi, ma passion de la photo, c'était essentiellement la photo animalière. Et donc, on a cherché des thèmes pour faire notre premier travail commun. Et le premier travail commun, ça s'est dirigé sur le flamant rose. On a trouvé dans cet animal la partie animalière, bien évidemment, et puis toute la partie cosmétique, toute la partie presque nature morte, des plumes, des courbes, des couleurs, de la douceur, du velouté, etc. Et donc, on a décidé de faire ce travail en commun, avec 2 regards différents, et on est parti tout à fait open sur le sujet. On s'est dit, voilà, on a tout le matériel qu'il faut. On est parti avec des gros télés, des doubleurs, etc. L'idée n'étant pas de faire des photos sur la vie, l'œuvre du flamant rose, son biotope, sa façon de se nourrir, etc. Mais vraiment la beauté de l'oiseau, la beauté des plumes, la différence de couleur d'un oiseau à l'autre, le côté très cosmétique finalement d'un animal. Donc ça rejoignait nos 2, entre guillemets, talents ou compétences, qui étaient l'animalier et la cosmétique. Et on a choisi de faire ce travail pendant la période de parade, où les oiseaux renouvellent leurs plumes et où leurs couleurs sont éclatantes. Donc c'était vraiment une période particulière pendant l'hiver pour pouvoir avoir cette richesse au niveau des couleurs. Ce qui est intéressant pendant cette période-là de parade, c'est qu'ils passent leur temps à déployer leurs ailes devant les autres. Et c'est le moment justement de pouvoir apercevoir toutes les couleurs qu'ils ont sous les ailes, alors que d'habitude ils sont plutôt fermés, et de voir toute l'éventail des couleurs, de l'orange, du corail, du noir. C'est vraiment un moment privilégié où on peut les observer et les photographier pour restituer ces couleurs. Et puis tout ce travail qu'on a voulu illustrer aussi sur les becs, puisque les becs sont jamais de la même couleur, sont pas identiques comme on pourrait le voir sur d'autres oiseaux. C'est vraiment à chaque fois un bec différent, donc il fallait trouver une harmonie. Il y a comme un casting en fait. Il y a un casting d'oiseaux. Il y en a qui sont pas très beaux, il y en a d'autres qui sont très beaux pour nous.
C'est notre univers, c'est notre environnement. Voilà, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau. L'idée, c'est d'être en contact le plus possible avec la nature, les animaux, la flore, la faune. Et puis attendre aussi, sans savoir à quel moment ça va se déclencher, à quel moment il va se passer quelque chose. Donc il y a aussi ce côté-là d'être un peu à l'affût quand même, avec cette notion de patience et d'imprévu. Et ce qui est intéressant aussi dans cette pratique intensive, c'est qu'au bout d'un certain temps, le dessin se fait presque tout seul. On est comme imprégné par le sujet qu'on a devant soi. On dessine et on est la plante qu'on dessine ou l'objet qu'on dessine. Et ça, c'est des sensations qu'on n'a pas tout de suite quand on n'a pas la maîtrise. Et après, une espèce de libération que j'ai énormément appréciée, mais toujours après une opération de temps. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réapprentissage.